L'éco-conception, c'est-à-dire, comment faire pour, par exemple, imposer à des industriels ou ingénieurs, enfin, peu importe, à partir du moment où ils créent un objet, se demander en fait ce qui va devenir. Et là, tout à l'heure, je vous ai vaguement évoqué ce qu'on appelait la conception du berceau à la tombe. Et là, l'idée, c'est de faire la conception de berceau à berceau. C'est-à-dire, dès la conception, on se demande du devenir des pièces après usage, pour voir comment on peut réutiliser les choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses aussi qui finissent à la poubelle déjà par défaut de conception, c'est-à-dire si par exemple vous avez mis ensemble, vous avez collé du carton avec du plastique, eh bien vous ne pourrez recycler ni le carton ni le plastique. Parce qu'ils sont collés ensemble. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de ce que peut être de l'éco-conception, qui est donc toujours de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait concevoir des objets pour qu'ils soient mieux utilisés derrière. Donc ça, voilà, c'est pas du tout abordé en fait sur comment est-ce qu'on incite en fait des entrepreneurs à créer des objets dans cette perspective-là. Et vous n'abordez pas non plus du tout ce qui est la réutilisation. Donc la réutilisation, moi je pense par exemple au système de la consigne. Avant, le verre, il n'était pas recyclé comme aujourd'hui, il était surtout consigné. Hein, tout le monde connaissait ça, connaissait la consigne. Pour des raisons que je trouve historiquement très douteuses, la consigne a été complètement perdue au profit du recyclage, mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas la meilleure solution parce qu'elle coûte énormément d'énergie. Le verre, c'est un super matériel parce qu'on peut le recycler vraiment à l'infini, il n'y a pas de perte, comme par exemple, je vous expliquais avec le plastique, on peut le recycler peut-être une fois, deux fois, mais pas trois. Hein. Mais le verre est un très bon matériel pour un cycle comme ça d'économie circulaire, sauf que de toujours le brûler pour refaire du verre, c'est extrêmement coûteux d'un point de vue énergétique. Donc la meilleure solution, ça serait vraiment la réutilisation avant le recyclage. Et ça, pareil, c'est toute une économie en fait à mettre en place. Nous, on essaye vraiment de mettre en place en fait un système de consigne. Là, en ce moment, on est en train de monter à Paris un lieu qui s'appellera la maison du zéro déchet, avec au rez-de-chaussée, il y aura justement un magasin où on essaye de remettre en place la consigne en fait. Il y aura un espace consigne là, et ça c'est quelque chose pareil que vous n'avez pas du tout dans vos systèmes où vous arrêtez au recyclage, et vraiment nous, notre discours, c'est vraiment de dire attention, le recyclage c'est bien, c'est indispensable, mais essayons d'être plus ambitieux et de voir déjà tout ce qu'on peut faire avant le recyclage, qui doit être que la dernière étape en fait. Je vous rejoins tout à fait. L'éco-conception, les priorités des directives européennes avant le traitement du déchet, c'est éviter le déchet, et l'éco-conception est indispensable. Aujourd'hui, on permet d'identifier chez les constructeurs automobiles les types de plastique utilisés dans une voiture, de manière à ce que le récupérateur, le casseur de voiture, puisse identifier un polyéthylène, d'un PVC, etc. Donc il y a un système de poinçage, oui, je ne sais pas comment on dit, d'identification des matériaux, mais vous avez raison. Il n'y a pas d'incitation. Oui, bien entendu. Je me permets juste de vous couper sur ce thème, juste parce que justement ces alternatives, et en particulier l'économie circulaire, ça va faire l'objet d'autres conférences. Oui. Et qui vont particulièrement porter dessus. Je préférerais que Madame Val puisse faire son intervention. Oui, non, moi je voulais juste, ça va un peu dans ce sens-là, mais justement monter un peu en généralité par rapport à cette question des déchets, parce qu'on a dit tout à l'heure que finalement les déchets ménagers c'était la partie immergée de l'iceberg des déchets, mais en fait les déchets solides c'est la partie immergée des consommations matérielles des territoires. Et ce qui est présenté ici, je ne vais pas vous raconter le détail, mais si vous regardez cette petite flèche grise qui s'appelle Vers la nature haute, ça c'est les déchets solides de la région Île-de-France. Si vous regardez toutes les autres flèches, c'est toutes les consommations matérielles, entrées-sorties de la région Île-de-France. Et donc ça veut dire que si on voulait vraiment réfléchir en termes de circulation plus vertueuse, pour employer un terme tout à fait désagréable, parce que la vertu, c'est pas toujours très rigolo, il faudrait quand même avoir une vision d'ensemble de ces flux et penser la dématérialisation, parce que c'est quand même l'enjeu qui se cache là derrière,
en partant non seulement de ce qui est rejeté vers la nature sous forme de déchets solides, mais aussi en considérant les autres flux. Et je voudrais juste illustrer ça, enfin à rajouter deux éléments rapidement pour montrer certains enjeux qui renvoient pas tellement à l'éco-conception, mais pour montrer les limites du recyclage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette idée qui est très défendue, j'anticipe un peu sur l'économie circulaire, mais qui est très défendue par l'économie circulaire et qui est issue de l'écologie industrielle, qui consiste à dire les déchets des uns doivent être les matières premières des autres. Et ça marche très bien dans certains cas. Ce que vous voyez en haut, là, c'est la circulation des matériaux de construction en Île-de-France. Donc à gauche, c'est ce qui rentre, à droite, c'est ce qui sort. Et vous voyez que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, l'Île-de-France est très dépendante de l'extérieur pour sa consommation, pour plus de la moitié de sa consommation, son besoin de matériaux de construction. Et ce qu'elle met en décharge, c'est à peu près équivalent à ce qu'elle importe. Donc là, on se dit, c'est génial, si on pouvait recycler, ben, on importerait moins de matériaux de construction et effectivement, on dématérialiserait en quelque sorte le secteur. En revanche, si vous regardez une région comme Midi-Pyrénées, qui est celle qui est présentée en dessous, vous pouvez vous rendre compte du fait que la mise en décharge, c'est à peu près 1 tonne par habitant contre, en gros, 12 tonnes de consommation de matériaux de construction. Donc, ça veut dire tout simplement que recycler en Midi-Pyrénées, bon, ça sera très bien parce que, comme on l'a déjà dit, tout déchet évité est un bon déchet, mais ne changera absolument rien à la consommation matérielle, ou très peu de choses à la consommation matérielle d'une région comme Midi-Pyrénées. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en Midi-Pyrénées, ce qui se passe, c'est qu'il y a une activité de construction très importante, il y a un étalement urbain très important, une consommation sous forme d'infrastructures extrêmement importante, qui fait que finalement, dans ce cas-là, ce à quoi il faut réfléchir, c'est plutôt aux formes urbaines qu'à la question du recyclage des déchets. Et c'est là où on a un problème de décloisonnement entre les approches, les disciplines, les secteurs, etc. Parce que intuitivement, on ne va pas se dire « Ah oui, tiens, il y a un rapport, il y a une relation entre les problématiques de déchets et de recyclage et les problématiques d'urbanisme et d'aménagement, pour prendre cet exemple. » Et pourtant, si, il y en a une. Et je voudrais juste terminer en donnant une dernière illustration, qui est que la partie, on était toujours dans la partie émergée de l'iceberg, parce que finalement, quand on prend des territoires très urbanisés, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils vivent essentiellement d'importation de matière, c'est ce que vous voyez à gauche pour l'Île-de-France. Il faut laisser tomber les flux en bleu, ils ne servent à rien. Enfin, ils ne servent à rien. Je ne peux pas vous expliquer à quoi ils servent, mais ils ne servent pas à grand-chose pour nos histoires. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que ce qu'on appelle les flux indirects associés aux importations de l'Île-de-France, c'est-à-dire tous les déchets qui ont été produits à l'extérieur de l'Île-de-France pour permettre la production de ce qui est consommé en Île-de-France, représente à peu près 30 tonnes par habitant et par an pour 10 tonnes importées. Donc ça veut dire que les déchets de l'Île-de-France, ils ne sont pas en Île-de-France, ils ne sont pas produits en Île-de-France, ils sont produits partout dans le monde. Et là, ça pose véritablement des questions de politique interterritoriale, internationale, etc., et qui montrent que finalement, les politiques actuelles qui sont très focalisées sur les déchets ménagers et ce qu'on en fait au bout du tuyau, comme on dit, ne s'occupent que d'une partie infime du problème de la consommation et finalement de la destruction des ressources naturelles. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, je suis contente. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien parce que si on prenait un tableau entrée-sortie de la comptabilité nationale et on transformait les flux de valeur ajoutée en équivalent de déchets, on aurait des surprises. Parce qu'on pourrait reconstituer, avec Yannick Lortie, on a reconstitué un TES, un tableau entrée-sortie, rien que pour l'Île-de-France. Et ce n'étaient pas des déchets dont il s'agissait, mais des emplois favorables ou non favorables à la biodiversité. Et le fait de les développer en Île-de-France pouvait aussi avoir des conséquences sur la variation de l'emploi sur l'ensemble de la France. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant. Hein. Mais c'est vrai que l'objet de l'exposé aujourd'hui, c'était la gestion de ce qui est produit par la commune. Mais vous avez raison, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, les déchets ménagers. Et ensuite, l'éco-conception est à la source de la réduction des problèmes. On est d'accord. Juste une information pour l'économie. Le recyclage n'est pas la panacée, n'est pas un objectif en soi. Hein, parce que le recyclage ne fait que repousser l'épuisement des ressources. Il ne fait repousser la contrainte de les ressources renouvelables. Mais en termes énergétiques, à court terme en tout cas, sachez que quand vous dépensez 100 kWh pour faire de l'aluminium de première fusion, vous en dépensez, j'ai vu 5-7 pour faire de l'aluminium de seconde fusion, enfin de deuxième fusion, parce qu'il y aura d'autres fusions.
Et sachez que l'usine de Dunkerque, c'est son directeur qui me l'a dit, l'usine de Dunkerque qui fait de l'aluminium de première fusion, sa facture énergétique est à peu près équivalente à la moitié de ce que consomme la SNCF en un an. Donc voilà. C'est vrai que c'est avec une énergie nucléaire. Si cet aluminium est produit avec des centrales à charbon, on va parler aussi de l'impact en termes d'émissions de CO2 liées à l'aluminium primaire. Donc voilà, il y a plein de problématiques qui sont sous-jacentes à notre démarche. Juste pour voir comment on peut raisonner autrement, ce schéma-là est abominable, donc je ne vais pas le commenter, je le commenterai en cours. L'idée, c'était dire à un maire, qui était le maire de Rouen à l'époque, le sénateur-maire, Jean-Luc Annuet, je lui avais dit, et le fait de payer un incinérateur X francs la tonne, pourquoi ne pas payer sur une partie du gisement ces mêmes francs pour un récupérateur recycleur? Donc c'était, alors ici on calcule le point d'optimalité qui permet de dire, plutôt que de payer le gestionnaire de l'incinérateur, c'est 100 francs de l'époque, ou 80 francs d'époque, peut-être sur une partie du gisement, sans qu'il y ait trop de pollution par ailleurs, peut-être mieux vaut payer, subventionner le récupérateur recycleur sur un gisement de déchets ménagers. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Moi, je me suis demandé, en Allemagne, on a un nantissement, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français, ou une gage sur toute boisson gazeuse. Donc, c'est les limonades, les bières et toutes les choses. Et c'est peut-être une certaine incitation, ça a beaucoup des externalités positives, dans le sens que, par exemple, s'il y a des bouteilles de bière sur le sol, il y a des gens qui vraiment les ramassent. Les SDF, par exemple, c'est une vraie source de revenus pour eux. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment une incitation efficace qui aussi a comment dire ça, un impact positif sur la solde environnementale, dans le sens que, est-ce que, par exemple, si on ramasse ces bouteilles et on le remet dans le cycle, dans l'économie circulaire, dans que vous connaissez, le truc c'est que le transport de ces bouteilles aussi, ça consomme beaucoup de CO2, ou émet plutôt beaucoup de CO2, et le nettoyage aussi, c'est un procès plus compliqué que l'on croit peut-être. Est-ce que c'est vraiment une alternative, ou je ne sais pas, parce qu'en France, évidemment, on ne le fait pas, mais en Allemagne, beaucoup. Et je ne sais pas, c'est quoi votre jugement là-dessus? Chers collègues. Moi, j'achète pas de bouteilles en plastique, comme ça je règle le problème. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas si faciles que ça à voir. Par exemple, moi, ça m'arrive d'avoir des cas comme ça de conscience. Par exemple, moi j'aime bien à la base le verre. Quand je dois acheter des choses voilà, qui ont un emballage, j'aime bien privilégier le verre parce que je sais que c'est recyclable à l'infini. Mais le problème, c'est que le transport du verre, comme c'est très lourd, a un impact et que finalement, peut-être que je ferais mieux de privilégier plutôt des emballages en Tetra Pak qui sont plus légers. Et donc, effectivement, il y a des choses, moi, je trouve ça pas si simple.